Bonjour à toutes et à tous. Donc on va commencer l'événement. Tout d'abord, on tenait à remercier les organisations qui participent au débat. On tenait aussi à remercier l'ensemble des camarades qui bénévolement ont permis que ce débat ait lieu, qu'il soit capté afin que la rediffusion permette aux absents d'aujourd'hui de se nourrir des propositions qui seront faites cet après-midi aux Havraises et aux Havrais pour leur ville, au regard des municipales qui ont lieu dans moins d'1 an. Je tenais à préciser que les groupes qui débattent aujourd'hui ne sont pas forcément les listes définitives, mais en tout cas ce sont des collectifs qui, à minima, ont une volonté et un projet politique pour les municipales. Nous avons réuni les listes dites de gauche qui ont répondu à notre appel et nous n'en connaissons pas d'autres, ce qui n'a pas forcément pour signification qu'elles n'existeraient pas. Voilà. Il est aussi important de préciser qu'à 1 an des municipales, tous les projets et les programmes ne sont pas bouclés. Il est question aujourd'hui de savoir quel regard et quel projet posent les différents collectifs sur la ville, plus que d'avoir un programme précis, mesure par mesure. Enfin, ici cet après-midi, il ne s'agit pas d'une primaire, mais d'un échange et d'un débat que nous avons voulu réaliser à gauche. Nous n'aborderons évidemment pas tous les sujets, parce qu'on n'a que quelques heures ensemble, et nous vous demandons de comprendre que c'est la première fois qu'on organise un tel exercice, donc on adaptera aussi les questions qui ont été préparées selon le timing, pour permettre aussi que vous, le public, puissiez poser des questions en fin de débat. Donc aujourd'hui, nous accueillons les 3 groupes suivants. Le nouveau Front Populaire Havrais avec Ensemble, l'Après, Génération, le Parti Socialiste, les écologistes et le Parti Communiste Français. On a également la France Insoumise et on a également Le Havre est à vous. Alors, avant de commencer, nous tenons à exprimer toute notre solidarité envers Jean-Paul Lecoq, qui se fait actuellement harceler par l'extrême droite, donc ça nous paraît important, et envers la France Insoumise qui se prend des procès en disqualification. Et même si souvent nos désaccords nourrissent nos différences, profitons de cette occasion pour rappeler que face à l'extrême droite, nous devons faire bloc dans notre camp, car nous savons historiquement que face au fascisme, il n'y a que notre résistance et notre résilience pour offrir l'espoir d'une alternative. Donc, face aux idéologies mortifères, prenons collectivement nos responsabilités. Évidemment, nous sommes convaincus par-dessus tout que pour vaincre l'extrême droite, le meilleur moyen est un projet d'émancipation changeant les conditions de vie des citoyens. Et donc, dans notre cadre, projet municipal. Enfin, profitons pour dire que ces municipales doivent être une occasion pour les citoyens de rentrer dans la décision commune et de s'impliquer dans la vie politique de leur ville. Comme nous l'avions dit durant le concert avant les législatives, nous le répétons ici, la société n'est pas pourrie en soi, elle est ce que l'on en fait. Donc n'hésitez pas à travers vos syndicats, partis, associations, collectifs, à vous investir afin de rendre la société plus égalitaire. Nous rappelons que le Havre des Luttes est un collectif indépendant, mais pas neutre. On est de gauche, on s'autorisera à la suite de cet événement à le commenter, à l'interroger et à le critiquer à travers des podcasts, des interviews ou autres. Et merci d'être venus, on va commencer le débat. Et bon, pour encourager ceux qui vont venir, vous pouvez les applaudir si vous voulez. Alors, on va commencer avec le sujet de l'éducation. Pour le Parti communiste et le nouveau Front Populaire Havrais, c'est Baptiste Bozat qui va prendre la parole. Pour la France Insoumise, c'est Alexis Delahaye. Et pour le Havre est à vous, c'est Marie Le Cieux. On peut commencer ? Super. Pour le sujet de l'éducation. Au cours des 20 dernières années, plusieurs écoles ont fermé au Havre. En 2022, ce sont 3 écoles qui ferment dans le désarroi des parents ainsi que de celui des élèves. Cela suivait déjà une suite de séries de fermetures et de réduction des effectifs.
Pourtant, la population diminue et on aurait pu espérer le maintien des classes et des écoles afin d'améliorer la qualité de l'enseignement pour nos enfants. D'autant que la disparité des services fournis, des niveaux scolaires de la population, prouve un manque de moyens et de structures. Il serait salutaire que les pouvoirs municipaux entreprennent l'école autrement que sous un regard économiquement optimisable, mais plutôt comme un lieu d'enseignement et de vie pour nos enfants et un lieu de construction du commun. Que proposez-vous aux Havraises et aux Havrais en ce qui concerne les écoles, les moyens de celles-ci, pour améliorer les conditions des élèves et des équipes enseignantes ? On va commencer de gauche à droite. Vas-y, Baptiste. Bonjour à tous, c'est mieux comme ça. Déjà, merci beaucoup au Havre des Luttes pour l'organisation de ce débat. C'est un débat qui va être, on le pense, fortement utile et qui va nous permettre d'échanger et de voir peut-être les différences, mais surtout certainement les points d'accord qu'il y a entre nos différentes démarches. Juste un petit point avant de commencer de répondre à la question. Déjà, juste pour précision, ce n'est pas le nouveau Front Populaire Havrais, mais bien le Front Populaire Havrais. C'est pas très grave en soi, mais je préfère le préciser. Ça permet d'éviter des incompréhensions. Et du coup, je vais un petit peu, juste avant de commencer, mais donner quelques éléments sur cette démarche. Comme tu l'as dit, comme vous l'avez dit, pardon. Nous ne sommes pas une liste à cette heure. On est un rassemblement d'organisations qui travaillent ensemble depuis quelques mois. C'est une démarche qui est issue du nouveau Front Populaire, mais qui s'est poursuivie avec les forces qui voulaient bien travailler ensemble. Et donc c'est un rassemblement qui travaille sur des sujets de fond, sur des batailles politiques concrètes, et qui a au cœur de son engagement la collaboration avec les habitants du Havre sur les questions nationales comme locales. Et donc, pour bien préciser, si on a décidé de répondre ensemble, c'est bien des réponses au nom de nos organisations respectives, et donc chacun interviendra au nom de sa formation politique. Pour venir sur le sujet de l'éducation, nous on considère que c'est un enjeu qui est au cœur des politiques publiques. On a besoin d'une culture commune de haut niveau pour répondre aux défis de notre temps. Et cela passe par un service public de qualité qui garantit l'accessibilité, la gratuité et l'égalité. Depuis 30 ans, vous l'avez un petit peu dit, nous combattons la politique de droite d'Édouard Philippe et de son prédécesseur, et de ses prédécesseurs, même, puisqu'il y en a eu plusieurs après entre deux. Une politique qui s'est soldée par une réduction de l'offre éducative, puisqu'en 30 ans, c'est pas loin d'une école par an qui a fermé ou qui a fusionné. Voilà, y compris c'est une politique qui est marquée par un manque d'entretien des locaux avec une situation qui s'aggrave. Et enfin, des politiques tarifaires parmi les plus chères en Seine-Maritime, je pense notamment aux cantines, mais également on vient d'apprendre que la municipalité faisait le choix de baisser la subvention pour les sorties scolaires avec nuitée dès la rentrée 2025, de septembre 2025. Et c'est donc encore un nouveau recul pour les habitants de notre ville. Et tout ça, ça s'accompagne également d'un manque de moyens et un manque de personnel pour accompagner les habitants, enfin les élèves et les enseignants. Face à cela, nous, on veut décréter un plan d'urgence pour l'éducation, un plan d'urgence qui repose sur 3 principes: garantir l'égalité réelle, ouvrir l'école à la culture, au sport et aux associations, et enfin, permettre aux enfants de manger sain à leur faim, à un prix juste. Ces principes, ils seront au cœur du contrat éducatif local qu'on veut monter. Alors, contrat éducatif local, ça peut faire un peu, mais c'est le terme officiel, c'est pour ça qu'on le reprend, que nous voulons construire avec la communauté éducative, c'est-à-dire les enseignants, les parents d'élèves, les associations qui interviennent, etc., etc. Dans ce contrat, on veut rappeler et réaffirmer la nécessité de la gratuité du matériel scolaire. On voit que le budget par école par enfant, à 30 € par enfant, est un des plus bas et n'est pas à la hauteur des besoins et des moyens qui devraient être mis pour l'école. On veut mettre au cœur l'éducation artistique et culturelle dans le temps scolaire et le temps périscolaire, l'éveil aux questions de santé par une politique d'éducation à l'alimentation, mais également aux risques sanitaires, et enfin, et c'est certainement peut-être un des points les plus importants, redonner du sens au conseil d'école, puisqu'on voit aujourd'hui que, enfin, c'est tous les retours qu'on a, les conseils d'école ne servent qu'à récupérer les doléances et ne jamais agir derrière. Voilà un petit peu ce qu'on veut mettre au cœur de ce contrat éducatif local, et ensuite on a, y compris des principes. Nous on veut, on stoppera les projets de fermeture et de fusion engagés par Édouard Philippe, et on essaiera d'étudier, puisqu'on sait qu'il y a déjà beaucoup d'écoles qui malheureusement ont déjà été transformées, donc c'est trop tard. Mais pour les écoles fermées le plus récemment,
on étudiera les conditions de réouverture de ces écoles. Notre principe, il est clair, c'est pas de fermeture d'école tout en restant à l'écoute de la communauté éducative malgré tout. Et plus globalement, c'est la municipalité de droite, elle a concentré les écoles dans des lieux uniques. Je pense notamment au Pôle Molière dans les quartiers sud. Nous, c'est tout l'inverse qu'on veut faire. On veut des écoles à taille humaine, avec des effectifs réduits, avec un accompagnement de qualité, au cœur des quartiers, et en lien donc, comme je vous le disais tout à l'heure, avec les associations de toutes les associations qui sont dans le quartier. Et évidemment, puisque le problème de cette municipalité, c'est qu'elle accompagne les politiques gouvernementales sans résister, mais en même temps, étant membre de la majorité présidentielle, c'est logique, on sera évidemment aux côtés des parents et des profs, ce qui manque cruellement aujourd'hui, contre les fermetures de classes qui sont imposées par le rectorat et par le gouvernement et le ministère de l'Éducation nationale. Ensuite, nous voulons garantir de bonnes conditions d'éducation pour les enfants et de bonnes conditions d'enseignement pour les professeurs. Depuis des mois, on est alerté par des parents d'élèves, des enseignants sur l'état indigne d'un certain nombre d'écoles au Havre. Je vais prendre quelques exemples rapides pour ne pas faire trop long, mais l'école Cassard, dont on a attendu que la situation soit catastrophique et qu'elle soit contrainte d'être fermée pour agir. L'école, par exemple, Édouard Vaillant à Cocrioville, où une fenêtre est tombée par terre, au sol. Ou encore, par exemple, à Valmy, où les profs nous font part d'un sentiment d'urgence vis-à-vis de l'amiante, avec des plaques d'amiante visibles. Et face à cela, il n'y a aucune réaction. Du coup, nous, on veut lancer en priorité un état des lieux dès le début du mandat, un état des lieux de la situation des écoles, et engager, dès l'été même de 2026, des projets de rénovation pour permettre de répondre à cela, et on fera un effort budgétaire important s'il le faut pour permettre de régler ces situations d'urgence. Et enfin, sur le plus long terme, sur ce sujet-là, on engagera un plan de végétalisation des écoles, et on proposera au cœur de ce contrat éducatif local dont je vous parlais tout à l'heure la proposition de projets éducatifs sur la question de la nature pour que les profs soient au cœur de cette politique. Sur le périscolaire, puisque c'est aussi un sujet décisif aujourd'hui, nous on veut qu'il soit utile à l'émancipation et à l'enrichissement culturel. Aujourd'hui on voit bien comment ça se déroule, ça ne nous convient pas, et donc on veut favoriser des temps de partage avec les structures culturelles, les structures sportives, pour qu'ils puissent intervenir et porter des projets éducatifs avec les enfants. Ça nécessite évidemment du personnel, mais on y reviendra puisqu'il y a une question sur ce sujet-là après. Et puis en conclusion, juste avant la conclusion, et après je m'arrête, puisque c'est pas de la compétence municipale, mais malgré tout, on engagera le dialogue avec la région et le département, l'éducation nationale. Alors évidemment, le plus simple, c'est qu'en 2027 et 2028, tout cela passe à gauche et qu'on soit dans une harmonie. Mais bon, comme c'est pas évident, on travaillera avec eux pour que ce projet-là soit intégré, y compris dans les collèges et les lycées. Au sujet de l'université aussi, parce que c'est un enjeu important, nous veillerons à ce que reste cette université de plein exercice et que les projets de fusion qui ont pu émerger, qui disparaissent mais qui reviennent, ne soient pas appliqués. Moi, je rappellerai juste là-dessus que la création de l'université du Havre, c'est pas une volonté qui est tombée du ciel, c'est bien une volonté politique municipale dans les années 80 d'atteindre et d'obtenir cet outil au service des Havraises et des Havrais. Et d'ailleurs, ce qui est absolument scandaleux, et c'est les sommes qui sont déboursées pour les entreprises aussi, mais c'est un autre sujet. Pour, par exemple, l'école 42, c'est quasiment 50 000 € par an qui sont de subventions municipales ou communautaires, et c'est quelque chose que nous reviendrons dessus. Donc voilà un petit peu, et donc voilà un petit peu nos enjeux. Le but, vous l'aurez compris, c'est l'égalité, l'émancipation et la réussite éducative de toutes et tous. Alors. Alors maintenant, ça va être à ton tour, Alexis, pour la même question. Je t'en prie. Bon, en fait, on est sur le même constat, c'est-à-dire qu'il y a une véritable brutalité. Moi, je trouve on trouve de la part de la municipalité sur les écoles publiques, bien sûr, parce que leurs favoris sont les écoles privées. Je voudrais revenir sur le chiffre que tu as dit tout à l'heure. En fait, les moyens par élève par an, c'est hyper important, c'est-à-dire que c'est tout ce qui permet d'acheter le matériel, que ce soit les choses sportives ou les cahiers, les crayons, vraiment la base.
en France, c'est la moyenne entre 34 et 40 euros, et ici, au Havre, c'est 26 euros. Donc c'est une catastrophe pour les profs chaque année de réussir à trouver les moyens de faire vivre leur classe correctement. Il n'y a plus de matériel de sport dans la plupart des écoles, ça tombe en ruine, il n'y a plus de ballons, il n'y a plus de sarceaux. Vraiment, on en est à ce point-là, quoi. La gratuité des sorties scolaires ne se fait plus, sauf si on est si on fait des sorties dans les bâtiments du Havre, c'est-à-dire les piscines ou les musées, mais tout le reste c'est à la charge de l'école. Donc en fait c'est des conditions qui sont terribles pour les profs, c'est-à-dire qu'on n'a plus de sorties, on n'a plus de possibilités. Moi je voudrais parler aussi bien sûr des fermetures de classes, des fermetures d'écoles et les fusions. On a vu cette année la fusion de Paul Bert, qui est en fait une fermeture cachée et surtout un moyen de faire de l'inclusion à bas coût. L'inclusion, c'est un mot magnifique, c'est quelque chose qu'on a tous envie de faire, d'inclure les enfants qui sont porteurs de handicap dans les classes, mais on ne veut pas le faire dans les conditions que nous propose Édouard Philippe et la municipalité. Parce qu'en fait, c'est de la souffrance pour les élèves, c'est de la souffrance pour les profs, c'est de la souffrance pour tous les gens qui perdent leur emploi dans les centres qui sont normalement spécialisés sur le handicap. En fait, il y a des fermetures de centres. Et on met tout ce monde-là au forceps dans les écoles, dans les classes, et on va se retrouver avec des professeurs qui ne sont pas formés, qui n'ont pas les savoirs, les connaissances pour l'accueil de ces enfants au lourd handicap, quand on parle de Paul Bert notamment. Et ce sont des conditions de travail et de vie pour les élèves, parce qu'il y a des élèves, on le sait, et tous les spécialistes le disent, qui sont en souffrance dans les classes dites normales. En fait, le problème, il est de faire des économies, toujours des économies, et nous, clairement, on se positionnera pour réouvrir des centres, remettre des gens spécialisés, des gens qui savent, parce qu'il y a beaucoup de professionnels qui permettraient d'avoir les bonnes solutions pour ces enfants-là, et pourquoi pas, sur des temps précis, de pouvoir les inclure dans les écoles. Et il y a aussi... Bien sûr, la souffrance, elle est aussi pour tous les personnels municipaux qui travaillent dans les écoles. J'ai appris récemment que, en fait, tous les mercredis, pendant l'hiver, la municipalité fermait le chauffage en disant au personnel du ménage dans les écoles de mettre les petits gilets que la municipalité leur avait offerts et de travailler plus, ça les réchaufferait. Donc c'est une brutalité, c'est évidemment en complet désaccord avec ce que nous on va proposer, c'est-à-dire qu'on veut avoir plus de bienveillance, plus d'écoute et une augmentation des salaires, mais ça on va en parler dans la prochaine question. Et où est-ce qu'on va trouver l'argent ? Nous, on pense que toutes les subventions qui vont au privé et tout l'argent qui est pour l'instant très opaquement offert aux écoles privées, ou comme tu disais très précisément, on va pouvoir les allouer au public, parce que pour nous, c'est là que se fait la réelle mixité, c'est là que se fait l'avenir de nos enfants havrais. Donc voilà, merci à vous. Marie, je t'en prie pour la même question. Merci. Alors moi je vais commencer en préambule pour dire que nous ne sommes pas une liste de gauche. Nous sommes un mouvement citoyen et démocratique et apartisan. Donc nous vous remercions pour l'invitation. Je tenais quand même à le préciser. Concernant les écoles, effectivement, il y a des fermetures. Il y a aussi quand même une baisse de démocratie au Havre. On se positionne contre les concentrations d'élèves. Donc on va effectivement garder le maximum d'écoles. Mais on a besoin, nous, de faire un diagnostic physique, l'état des bâtiments, et je pense que pour le confort de tous, le thermique, c'est important.
mais aussi un diagnostic auprès des usagers au sens large, que ce soit les enseignants, les personnels, mais aussi les élèves et leurs parents. Donc ça, c'est ce que nous allons faire pendant les quelques mois qui restent avant l'élection municipale. Sur la végétalisation, puisqu'on en a parlé, c'est effectivement un point important, mais qui, moi, me paraît d'autant plus important, et là, ça va reboucler avec des questions qui vont arriver plus tard, c'est surtout, à notre sens, un moyen pour transformer les relations entre les élèves au sein des écoles. C'est-à-dire la végétalisation doit permettre de supprimer l'espace de foot occupé par les garçons et qui renvoie les filles sur le pourtour de la place pour laisser de la place à tout le monde et changer les rapports. Je pense que c'est un bon début pour essayer de transformer ces inégalités. Je relis rapidement mes notes. Ensuite, sur les tarifs, effectivement, nous, on prendrait plutôt une alimentation locale et bio, en visant un 100% qui va être difficile à atteindre, mais on peut y arriver. Pousser à une consommation de viande un peu moins importante, imposer plus de repas végés par l'éducation, par... voilà. Nous, pour le moment, au niveau des écoles, nous en sommes là, mais nous attendons beaucoup des témoignages que nous pourrons recueillir. Merci beaucoup. Alors, même si ça a été un peu déjà répondu, en partie en tout cas, cette question, on va quand même la poser parce qu'elle est importante. Nous, on a fait nos petits calculs en préparant le débat. Une famille avec 2 parents au SMIC et ayant 2 enfants, aujourd'hui, c'est à peu près 450 € par trimestre que de cantine. Si vous avez des enfants, je pense que vous avez déjà les retours de ce qu'ils pensent de la cantine. Donc c'est un sacré budget. Dans ça, on ne compte pas le temps périscolaire, on ne compte pas le centre de loisirs. Donc la question est la suivante. C'est dans la situation actuelle d'inflation, de précarité qui augmente, quelle sera votre politique ou quelles sont en tout cas vos volontés sur les questions de tarifs alimentaires à l'école, mais aussi sur les questions de qualité. Et je vous propose qu'on commence par Marie, comme ça on change un peu le sens. Très bien. Alors on va alterner. Je vais redire ce que je viens de dire en fait. Donc nous souhaitons que les cantines soient approvisionnées en circuit court et en bio si possible. Mais ça passe aussi par sur un temps long avec un audit sur c'est quoi l'offre agricole sur le territoire. Et on ne pourra pas le faire du jour au lendemain, ça se prévoit sur un temps long. Sur le coût, alors il y a déjà une gratuité au Havre, mais qui est quand même pour un quotient familial, il faut vraiment être très très pauvre pour y avoir droit. Les tarifs, le tarif maximal est 6 €, c'est effectivement très cher pour une cantine scolaire. Après, moi, je ne peux pas vous dire, on va passer tout de suite, on mettra ça en place comme grille tarifaire. C'est pareil, c'est une des choses qu'on va discuter avec les familles, avec des budgets, avec le personnel de cantine, de quoi ils ont besoin. Voilà, on ne peut pas, nous, à ce jour, se positionner sur cette question de précarité alimentaire. Après, on peut envisager de proposer des petits déjeuners pour les enfants les plus précaires. Voilà, mais encore une fois, on est en maturation du programme et puis surtout, on ne sait pas tout. On a des idées, on a des opinions, mais on attend d'écouter les acteurs. Merci. On va faire dans le sens inverse, Alexis. Ok. Bon, on le sait, les dotations des mairies baissent régulièrement à cause du gouvernement qui préfère faire des cadeaux
les cadeaux fiscaux aux actionnaires et aux milliardaires plutôt que de faire sa première mission, c'est-à-dire de protéger son peuple. Mais bon, nous, on trouvera des moyens pour les cantines, parce que pour nous, c'est vital. Il y a trop d'enfants qui ne mangent pas à leur faim. Les chiffres sont édifiants, que ce soit les enfants dans les primaires ou même les étudiants. Il y a 30% des étudiants qui sautent 4 repas par semaine. Une source FHGE, ce qui est hallucinant et vraiment flippant pour la santé de nos enfants. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment mettre l'argent dessus. En fait, on va quand même s'appuyer sur ce qui existe déjà. Il y a déjà des gens dans les cantines scolaires qui font un travail admirable avec les moyens qu'ils ont, c'est-à-dire les moyens qui baissent chaque année. Mais on a la chance de ne pas avoir une centrale Sodexo pour faire les cantines. Donc on peut se féliciter au moins d'avoir des gens qui bossent et qui font de la nourriture pour les élèves. Mais sauf que la réalité est là, les quantités baissent. Les parents d'élèves nous ont fait remonter que dans les assiettes, le nombre de nourriture baisse, alors qu'il y a des gens qui comptent, il y a des enfants qui comptent sur ce repas-là pour se requinquer sur la journée. Et c'est même pour ça que j'ai appris aussi que quand il y a des repas végés, il y a certains parents qui ne mettent pas leurs enfants à la cantine parce que c'est le moment où ils peuvent avoir de la viande dans la journée, voire dans la semaine. Donc c'est quelque chose qu'on va devoir réfléchir de comment on peut faire ça. Mais il y a aussi une volonté d'avoir bien sûr du local, du bio autant que possible. Et ça, on va s'appuyer sur les réseaux, pourquoi pas d'AMAP, les réseaux locaux d'agriculteurs qui, aujourd'hui, avec les problèmes d'export qu'il y a à cause des taxes mondiales, vont avoir très envie de retrouver la possibilité de faire du local. C'est-à-dire qu'au lieu de faire de la monoculture, peut-être qu'on va pouvoir les inciter à partager leurs champs et à en faire de quoi rendre autonome la ville du Havre. Alors, on va viser l'autonomie tout de suite, mais au moins pour les cantines scolaires, on pourrait réussir à les inciter à faire ça. Ils y trouveront leur compte et nous aussi pour la santé de nos enfants. Évidemment, les tarifs des cantines doivent être repensés. Et nous, on pense qu'il pourrait y avoir un décalage des tranches, c'est-à-dire que effectivement, là, il faut avoir moins de 250 € pour avoir la gratuité, moins de le quotient familial. Sauf que si on décale tout, peut-être que les familles très aisées qui gagnent plus de 3 000, 4 000 € peuvent se permettre d'aller jusqu'à 10 € la cantine. Pour eux, c'est possible. En fait, on peut, en redécalant et en recalculant les systèmes de cantine, avoir quelque chose de beaucoup plus solidaire et de beaucoup plus juste. Voilà. Vas-y, Baptiste. Ouais, sur ce sujet-là, c'est une situation qui est tout bonnement scandaleuse. C'est des tarifs beaucoup trop élevés et une progressivité bien insuffisante. Je reprendrai quelques exemples, mais par exemple, pour un couple qui gagne plus de 6 000 € par an avec 2 enfants, c'est 6 €. Et pour un couple qui gagne entre 3 000 et 3 300 € avec 2 enfants, c'est 5 €. Donc on voit bien déjà d'une part que la progressivité se fait très faiblement. Et puis un peu des comparatifs quand même, parce que on vit aujourd'hui dans une mairie dirigée par des libéraux, mais il y a des villes dans ce département notamment, mais vous comprenez dans le pays, où elles sont gérées par la gauche. Et donc du coup, nous on a travaillé ces comparatifs-là. Pour une personne au SMIC avec 2 enfants, à Rouen, c'est 400 € d'économie par an. Et à Harfleur, c'est 940 € d'économie par an. Et pour un couple, je reprends mon exemple de tout à l'heure, gagnant entre 3 000 et 3 300 €, avec 2 enfants, à Rouen, c'est 280 € d'économie par an, et à Harfleur, j'ose même pas le dire, mais c'est plus de 1 000 € par an d'économie par rapport au prix que payent les parents à vrai. Donc il y a de la marge, il y a possibilité de faire. Je partage ce qu'a dit tout à l'heure Alexis. Oui, le gouvernement réduit les dotations aux collectivités territoriales. Ça risque de s'empirer dans les semaines à venir avec le plan d'austérité proposé par Bayrou ces derniers jours pour financer l'effort de défense. Voilà, mais donc il y aura besoin de toute façon de mener une bagarre immense contre la politique gouvernementale pour récupérer les moyens pour les collectivités et notamment pour la ville du Havre. Du coup, nous, ce qu'on veut construire, mais un petit peu comme tout le monde, du coup, c'est une nouvelle grille tarifaire dès la rentrée, une nouvelle grille du quotient familial, dès la rentrée 2026, avec des objectifs précis, baisse des tarifs de façon très importante, notamment pour les familles les plus populaires,
et une progressivité beaucoup plus importante. En somme, que les petits payent petit et que les gros payent gros. Sur le mieux manger, il existe déjà des circuits courts, pour le coup, ils le font déjà, des partenariats avec les producteurs locaux. Nous, on veut l'augmenter, et donc, même si je sors un petit peu du sujet, mais comme c'est lié, je me permets, en parallèle de cette politique-là, pour amener des produits locaux dans nos cantines, au niveau de la communauté urbaine, on veut soutenir l'installation de nouveaux agriculteurs par des aides financières, par des aides logistiques, afin d'amplifier cette politique et justement, sans peut-être atteindre l'autonomie alimentaire dès la première année, au moins engager ce processus-là. C'est un enjeu évidemment de santé publique crucial. Il y a trop de familles aujourd'hui au Havre qui sont contraints de retirer leurs enfants des cantines parce qu'ils n'ont pas les moyens, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur la santé des petits. Et donc c'est un enjeu qui doit être déterminant. Et à un moment, oui, certes, ça va coûter de l'argent, mais il y a des choix à faire. Donc il y a les 50 000 € de l'école 42, mais il y a aussi les 90 000 € par an qui sont donnés chaque année à Sciences Po. Alors ça ne représente pas la somme qu'il faut certainement, à coup sûr même, pour équilibrer le budget des cantines, mais en tout cas on fera des choix politiques qui conduiront à faire de la priorité l'éducation et l'alimentation de nos enfants. Merci beaucoup. On avait une dernière question qu'on souhaitait poser sur l'éducation, bien que chacun et chacune avait déjà abordé les employés dans les écoles. Je voulais juste rappeler du coup que 48% des emplois contractuels en animation notamment sont des contrats à temps partiel à moins de 14 heures hebdomadaires au Havre. Et donc c'est des contrats qui entérinent une situation de grande précarité pour ces travailleuses et ces travailleurs-là. La ville du Havre est l'un des plus grands employeurs de la région et donne du coup à l'équipe municipale un grand levier d'action pour améliorer les conditions de travail de ces femmes et de ces hommes. Quelle serait la politique envers le personnel qui s'occupe de nos enfants que vous souhaiteriez proposer afin effectivement d'améliorer les conditions de travail et de leur permettre de mieux réaliser leur métier? On repasse à Alexis. Déjà, on part de tellement loin, vu la politique municipale actuelle, que déjà, je pense que leur amener du respect, de la bienveillance et de l'écoute à ces personnels-là, ça sera déjà énormément pour eux. Après, on part sur des spécificités d'horaires, qui, par exemple, pour tous les personnels qui sont sur les animations hors temps scolaire, c'est des horaires qu'il va falloir pouvoir peut-être réfléchir avec eux sur comment la municipalité peut leur donner d'autres missions pour pouvoir faire des temps pleins et pour pouvoir augmenter leur salaire et leur pouvoir d'achat, quoi. Enfin, en fait, avoir un métier à temps plein. Il y a des gens que ça arrange d'avoir ces horaires-là, c'est vrai, mais sauf qu'il va falloir déjà, revaloriser leur salaire et voir avec eux comment faire pour transformer cette situation-là. Et en fait, c'est la même chose. Donc, je parlais des animateurs de temps extrascolaires, mais ça sera la même chose pour les ADSEN, pour les AESH et le personnel de mairie. Il va falloir réfléchir au salaire de tous ces gens qui sont pas à la hauteur de leur mission. Voilà. Marie, oui. Ok. Sur les conditions de travail, on va redire ce qui a été dit précédemment, mais effectivement, un audit des bâtiments pour que les personnels travaillent dans de bonnes conditions de chaleur, pas trop, rénover les bâtiments. Mais ça, il nous faut un audit, école par école. Je pense qu'il faut prendre aussi en compte dans ce point-là, les positions sociales des écoles, enfin, l'indice de position sociale des écoles, c'est savoir le revenu des parents, qui est variable d'une école à l'autre. Donc on va peut-être mettre un petit peu plus de personnel et de confort et dans des écoles dont les gens sont moins favorisés que dans celles qui sont plus favorisées. En ce qui concerne le personnel, effectivement, il faut absolument arrêter le temps partiel subi. Il y a effectivement des gens qui choisissent,
pas forcément beaucoup, qui choisissent des temps partiels, mais majoritairement pour ce type de personnel, c'est du temps partiel subi et qui empêche d'avoir tout autre emploi à côté compte tenu des horaires qu'on leur impose. Alors, merci beaucoup. Baptiste, excuse-moi, vas-y, je t'en prie, ça dans ton. Pas de souci, Alex. J'ai eu une absence. Donc, oui, sur ce sujet-là, donc déjà d'une part un constat, c'est un manque criant de personnel d'accompagnement dans les écoles pour accompagner les professeurs et accompagner les enfants, donc il y a un besoin d'embauche supplémentaire important. Sur les ATSEM, c'est une revendication qui est forte, qui remonte quasiment à chaque conseil d'école de la part des profs, jamais écoutée par la municipalité. Nous, ce qu'on vise, c'est au moins, enfin c'est pas au moins, c'est un ATSEM par classe pour toutes les écoles du Havre, parce que c'est un moyen de faire des petits groupes, de mieux accompagner les enfants dans l'éducation et pour donner plus de souplesse aux professeurs. Ensuite, sur le temps périscolaire, au vu des ambitions que j'ai un petit peu dit tout à l'heure, il nous faut du personnel mieux formé et du personnel surtout régulier. Pour cela, on sait que les horaires du périscolaire, c'est compliqué parce que c'est pas forcément compatible avec un temps plein. Et du coup, ce que nous, on veut ouvrir, c'est la possibilité, et selon le souhait de chacun, évidemment, ce ne sera pas une obligation, c'est la possibilité d'une nouvelle organisation du travail qui permet de coupler ces missions avec d'autres missions de service public. Ça existe dans l'agglomération, à Gonfreville-Lorcher. Ça fonctionne très bien avec de très bons résultats. Et donc c'est quelque chose dont on veut s'inspirer et qu'on veut mettre en place. Sur les AESH, alors certes, ce n'est pas la compétence municipale, mais c'est un sujet qui est important, y compris parce qu'on a la chance ici au Havre d'avoir un collectif AESH qui mène un combat exemplaire pour la défense de leurs droits et pour l'accompagnement des enfants en situation de handicap. C'est un combat qui, à leur demande, on a relayé à travers la voix de Jean-Paul Lecoq à l'Assemblée nationale et on a obtenu des engagements de la ministre. Et on veillera, parce qu'on connaît les engagements d'Elisabeth Borne, c'est pas d'une garantie 100%, donc on va veiller à ce que cet engagement soit tenu. Mais plus globalement, ce qu'on souhaite pour les AESH, c'est qu'ils soient intégrés à la fonction publique territoriale avec des augmentations de salaire, fin de la précarité, voilà. Et juste sur ce point, parce que ça permet d'ouvrir sur la question du handicap, et je terminerai là-dessus, mais le Havre est totalement en retard sur les notions d'accessibilité. Ils ont demandé pour la deuxième fois, là récemment, la dérogation pour ne pas remplir les objectifs de la loi de 2005, ce qui est un scandale absolu. Du coup, nous, l'engagement qu'on prend, c'est que dans toute la question des rénovations, et je l'ai dit tout à l'heure sur l'état de délabrement des écoles publiques du Havre, mais y compris d'un certain nombre de bâtiments municipaux, mais ce n'est pas le sujet, on mettra cette question de l'accessibilité au cœur des projets de rénovation parce que c'est une urgence pour l'égalité, une urgence pour mieux accueillir les personnes en situation de handicap, et c'est un besoin urgent. La loi de 2005, elle a 20 ans, là ils viennent de reprendre 10 ans de dérogation, je passe les détails sur ce que ça peut vouloir signifier pour ces personnes en situation de handicap, donc ce sera une des priorités du mandat, et voilà. Merci Baptiste. Et d'ailleurs, je me permets de faire notre autopub. On a fait, non mais sur le collectif des AESH, on a fait une super interview où elles parlent des problématiques qui, franchement, elles sont super courageuses. N'hésitez pas à les soutenir. Elles ont une page Facebook. Bon, il y a eu des suicides dans la région chez les AESH. Donc, n'hésitez pas à leur donner de l'argent, de la force quand elles font des mouvements. Allez les rejoindre, c'est super important. Pour le prochain sujet, on va parler de la santé. Pour cela, on va accueillir Florence Martin-Péréon du Parti Socialiste pour le Front Populaire Havrais. C'est toujours Alexis Delahaye pour la France Insoumise, et pour le Havre est à vous, ça sera Marc Beaujour. Si jamais j'écorche un prénom, n'hésitez pas à me le dire. Et je vous rappelle que vous avez une buvette à prix libre et qu'il ne faut pas hésiter à donner de l'argent parce que tout ça on se l'autofinance, donc c'est un moyen de nous soutenir. Voilà. Bonjour. Alors, la situation médicale du territoire se dégrade et pour la compenser, des mesures incitatives ne suffiront pas. En 2020, on comptait 213 médecins généralistes sur le territoire de la communauté urbaine du Havre contre 258 en 2011, soit une baisse notable qui ne fait qu'augmenter. Il y a environ 12% des habitants du Havre qui, en 2020, n'ont pas de médecin traitant.
Toutes les données que je vais vous donner là très rapidement, elles commencent à dater et c'est simple, maintenant c'est juste pire. Voilà, 217 médecins recensés, dont 41% ont plus de 60 ans et passent bientôt à la retraite. Bon, mais ça date aussi de 2021 ou comme ça. Moi, le mien, il est déjà parti à la retraite. On n'a plus de médecins de famille. Les délais d'attente pour un rendez-vous atteignent en moyenne 153 jours pour de l'ophtalmologie quand on arrive à avoir un rendez-vous. Le nombre de psychiatres pour 100 000 habitants est 2 fois plus élevé que la moyenne nationale. Et quand on connaît, toujours pareil, l'ensemble des problèmes de précarité, c'est un service dont la population a besoin. Le service des urgences de l'hôpital Jacques Monod au Havre connaît une surcharge chronique. Il est conçu pour accueillir 35 000 patients par an et il en accueillait déjà plus de 50 000 il y a quelques années. Des pics d'activité imprévisibles compliquent la gestion des flux avec des périodes où jusqu'à 33 patients attendent une hospitalisation, certains dormant sur des brancards dans des couloirs. Le personnel soignant dénonce une situation de maltraitance malgré nous. Et voilà. Et la situation, même s'ils ont prévu de l'agrandir, la situation, vu que le nombre de patients lui aussi augmente, va continuer à s'aggraver. Comment comptez-vous, dans un premier temps, traiter l'urgence du manque de médecins traitant sur le territoire, mais aussi prévoir au long terme l'installation ainsi que le roulement des médecins afin que les patients aient les soins dont ils ont le droit et que l'État doit fournir, mais aussi afin d'assurer la qualité de vie des équipes soignantes. Et je propose au hasard qu'on commence par Marc Beaujour pour Le Havre est à vous. Bonjour. C'est un sujet vaste et complexe. Nous avons entamé à LHV une réflexion sur ce sujet. Je parle d'ailleurs en tant que professionnel de santé. Je suis chirurgien dentiste. Il est évident que nous manquons de soignants sur le territoire en général, au Havre en particulier. Cela ne dépend pas que de nous, puisque ça dépend essentiellement de la formation des soignants sur le territoire. Nous avons entamé une réflexion pour attirer des soignants au Havre avec des solutions du type maison médicale, salariés de la municipalité, mais comme précédemment, en fait, on va faire aussi un diagnostic quartier par quartier pour savoir comment ça se passe dans tel et tel quartier, en sachant que beaucoup de population, une partie de la population, ne se donne pas la possibilité d'avoir accès aux soins. Je parlerai peut-être plus tard de la santé en général au Havre, puisqu'il y a des points sur lesquels la municipalité peut agir, ne serait-ce qu'au niveau de l'éducation, de la gestion de la diététique et, entre autres, le problème de l'eau au Havre. Ok. Donc, toutes les données que tu nous as exposées tout à l'heure sont effectivement terrifiantes, parce qu'on se demande ce que ça va être l'avenir de la médecine au Havre. Mais il y a une autre donnée en plus de celle-là qui est un peu en sous-marin, mais en parlant à mon médecin qui va aussi partir à la retraite très bientôt, il me dit « Ah, je ne comprends pas, les jeunes médecins qui arrivent derrière, ils n'acceptent plus de faire les mêmes horaires que nous, ils veulent commencer à 9h, finir à 18h ou même un peu avant pour aller chercher les gosses et tout, je ne comprends pas. » Bah si, nous on comprend en fait, parce que les profs, les médecins comme les autres ont envie d'avoir une vie personnelle, une vie de famille, et donc en fait ça va aussi être quelque part un problème pour le nombre de patients qui vont pouvoir ausculter, mais c'est aussi un indicateur de ce que ces professionnels attendent. En fait, ils attendent aussi des qualités de vie. Alors quand on parle d'une maison médicale, c'est aussi pouvoir dire à ces gens-là qu'il y aura des roulements, qu'ils ne seront pas obligés de faire des horaires de dingue et de mettre leur santé à eux en jeu. Et donc c'est une bonne solution, en tout cas pour régler l'urgence, parce qu'effectivement, il y a une urgence sur le médical au Havre.
Qu'est-ce que je voulais dire aussi, c'est que on sait que c'est un problème national et on sait qu'elle n'est pas due. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cet acronyme, ce sont les praticiens à diplôme hors Union européenne en France. Ce sont des médecins qui viennent d'Algérie, qui viennent du Maroc, qui viennent travailler en France et qui sont exploités en région parisienne, dans les hôpitaux. C'est des gens avec de très hauts diplômes, qui sont extrêmement expérimentés, mais qui sont payés 1 600 € par mois et qui font des horaires de fou. Ils sont en ce moment, pour une cinquantaine d'entre eux, enfin c'était en décembre, ils étaient en grève de la faim pour faire parler de leurs conditions. Nous, on estime que ça serait peut-être pas mal de leur dire qu'il y a ici au Havre des gens qui seraient prêts à les payer au tarif normal de ce qu'un médecin doit être payé. Alors ça, effectivement, il va falloir qu'on déroge à certaines lois, ou en tout cas qu'on s'accommode de certaines lois, mais sauf que voilà, ce sont des forces vives, des gens qui ont envie de soigner et qui ont toutes les compétences pour le faire. Ça, c'est pour l'urgence, parce qu'il va falloir régler ces problèmes-là dans les 5 ans. Et nous, on a pensé à d'autres solutions, c'est-à-dire d'aller aussi faire du lobbying, parce qu'il peut y avoir des lobbying positifs, c'est-à-dire auprès des écoles de médecine, leur faire la promotion à tous les jeunes médecins de la ville du Havre pour ses qualités de vie, pour aussi les qualités d'accueil que nous pourrons leur donner, les aides au déplacement, à l'installation. Et puis, bien sûr, nous, on aurait aussi, alors c'est pour un peu plus tard encore, on aimerait faire du chaperonnage de jeunes étudiants en médecine. C'est-à-dire qu'on aimerait repérer, et si possible dans les quartiers populaires, des jeunes qui ont envie de s'orienter dans la médecine, de pouvoir leur payer avec l'argent de la municipalité des études, leur permettre de faire à plein des études qui normalement ne seraient pas accessibles pour eux, parce que payer le logement, parce qu'il faut payer la nourriture à l'extérieur du Havre, puisque nous n'avons pas ça ici. Et nous aurions comme ça, en échange, une dizaine d'années de médecins pratiquants ici au Havre, quoi. Donc voilà, ça serait une des solutions qui serait envisagée. Et puis voilà. Florence, tu peux y aller. Bonjour à tous. Sur ce sujet de la santé et de l'accès aux soins et de cette pénurie de médecins et d'infirmières, je rajouterais. Effectivement, c'est une situation catastrophique nationalement, même européenne, dans beaucoup de pays. Et le Havre le vit depuis longtemps. C'est là aussi qu'est notre originalité, entre guillemets, sur cette situation nationale. C'est que nous, ça fait quand même longtemps, et ça fait 60 ans que je suis havraise, mais ça fait longtemps que l'on aurait pu l'anticiper et qu'on le vit. Et ça s'aggrave, puisqu'effectivement, les médecins continuent à partir à la retraite. Cette compétence de santé n'est pas une compétence directe municipale. Les mairies n'ont pas, la compétence est directe dans le domaine médical, mais c'est quand même un lieu où on peut agir pour accompagner, pour informer, pour soutenir des initiatives et organiser les actions qui pourront aller dans le bon sens. Le choix de la municipalité du Havre a été d'abord, et c'est mon avis de citoyenne, de se fermer les yeux et de dire ça va passer. Bon, c'est pas passé. Et puis ensuite de se réveiller, mais un peu tard. Des actions sont mises en place actuellement. Des centres de santé ouvrent, d'autres ferment, mais certains ouvrent. Cette compétence de santé a été déléguée à la communauté, à la métropole estuaire de Seine-Estuaire,
Et d'ailleurs, si vous allez sur le site de la ville du Havre, la thématique santé n'existe pas du tout. Contrairement à, par exemple, la municipalité de Montivilliers, où vous avez toute une page sur le site de la ville de Montivilliers qui parle de santé. Ce n'est pas le problème de la ville du Havre, apparemment, puisque ce n'est même pas affiché et il n'y a aucune information dans le domaine. Il y a des informations sur la page de la Seine, le Havre Seine Métropole, qui sont des informations très intéressantes, mais très organisationnelles générales, avec des informations, des plans d'action, etc. Des plans d'action 2022-2024. Bon, 2025, il n'y a rien. Et ça reste très théorique. Alors, ce qu'ils y mettent, c'est du bon sens, c'est des idées, mais moi, en tant que citoyenne, j'ai pas du tout vu la réalité des éléments qui sont affichés et des informations qui sont produites. Il est certain que la totalité de la population havraise et de l'agglomération havraise a un sentiment d'insécurité médicale. On est en bonne santé, on croise les doigts. On se dit, si jamais j'ai un problème, comment je vais faire ? Et c'est pour ça qu'il faut absolument que des actions locales soient portées de façon prioritaire et volontaire pour pouvoir assurer, pallier à ce sentiment d'insécurité médicale. Il y a trois domaines. Alors, sur la partie urgente et d'accès, de faire venir des médecins, effectivement, la mise en place de centres de santé, donc qui est un début, qui commence à venir par la municipalité, est à déployer fortement. Ça veut dire qu'on propose un cadre attrayant pour des médecins qui vont travailler en équipe pluridisciplinaire, qui vont pouvoir minimiser les coûts, qui vont pouvoir avoir des aides par les municipalités pour pouvoir s'installer et développer leur activité. Il faut aussi qu'on renforce, pour moi, l'accompagnement social en lien avec le médical. Il y a de forts efforts à faire pour promouvoir les actions de santé et pour pouvoir informer les citoyens de ce qui existe déjà et qui est mis en place. Je pense qu'il faut aussi étudier la mise en place d'une mutuelle municipale. C'est quelque chose qui pallie pas au manque de médecins, mais qui est un frein pour l'accès aux soins de la part de nos concitoyens. Beaucoup ne vont même pas à la recherche d'un médecin parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas avoir les moyens et ils refusent le soin. Ils sont contraints à refuser le soin. Et puis, dans ces actions d'accompagnement et de soutien, moi, je voudrais faire une place à toutes les aides à domicile qui travaillent pour le maintien à domicile, que ce soit pour des personnes handicapées, des personnes accidentées ou des personnes âgées, et qui font partie de la chaîne du soin et qui sont sous-payées et déconsidérées dans leur métier. Ce sont un rouage dans la vie des malades et des personnes vieillissantes. Et c'est un axe qu'il ne faut pas sous-estimer, qu'il faut rendre prioritaire dans une politique municipale. Merci beaucoup. Un des éléments clés aussi qu'on souhaitait aborder par rapport à la santé, le fait d'être en bonne santé, est conditionné aussi par l'alimentation. En 2021, on avait plus de 6000 personnes qui étaient aidées par la banque alimentaire. En 2022, ça augmente à 8000. En 2023, on constate que la banque alimentaire a distribué plus de 2 millions de repas à 13 000 bénéficiaires. Donc depuis 2021, ça représente en moins de 3 ans une augmentation de plus de 100%.
Et il nous manque les derniers chiffres actuels, mais au vu de la précarité qui augmente, tout pousse à croire que ça ne s'améliorera pas. Les bénéficiaires de ces aides alimentaires sont pour 70% des femmes, 31% des étudiants, on a un peu plus de 7% de retraités, et parmi 20% ont des emplois, hein, c'est pas que les personnes qui n'en ont pas. Et sur les bénéficiaires, 82% déclarent avoir au moins un problème de santé. Donc c'est des chiffres qui nous alertent. Avec les 300 000 emplois que l'industrie a prévu de supprimer, ce qui va impacter notre bassin industriel, avec l'inflation, avec les guerres commerciales qu'on nous annonce, avec les grands plans de coupes budgétaires prévus par le gouvernement Bayrou, la situation de la précarité alimentaire risque d'augmenter encore plus en flèche. Donc quelles seraient les mesures que vous comptez prendre face à la précarité alimentaire actuelle et à venir? Alexis? Ouais. Je peux y aller. Bon, il y a le vieil adage qui dit que si tu donnes un poisson à un homme, il mangera la journée, et si tu lui apprends à pêcher, il mangera du poisson toute sa vie. Bah là, c'est un peu ça nous qu'on voit, c'est-à-dire qu'il y a, en fait, on attend trop après des industriels pour nous faire à manger, et nous on a très envie pour que les gens réapprennent à manger concrètement et à réapprendre à manger bien, que dès l'école, on a envie de faire des leçons de cuisine, c'est-à-dire que pour que les enfants connectent entre ce qu'ils ont dans l'assiette le midi et qu'ils ne voient pas forcément les parents préparer, et ce que c'est à la base, les aliments, les légumes, la viande et tout ça, quoi. Et donner la possibilité à ces enfants de réapprendre à devenir autonomes sur la nourriture, c'est se donner la promesse que plus tard, ils auront des bonnes bases pour bien se faire à manger et être en santé. En fait, le problème, on le sait très bien, c'est tous les perturbateurs endocriniens, toute la malbouffe qu'on peut avoir qui nous encrasse les tuyaux et qui nous met malades. Donc ça, déjà, on va faire une éducation des enfants sur la bouffe. On a aussi plein de plans, et notamment, alors c'est que de l'eau, hein, mais on va rendre gratuit les premiers mètres cubes d'eau. Ça, c'est quelque chose auquel on tient. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, pour les cantines et pour les écoles, mais on va essayer de développer l'agriculture. On a une chance inouïe. On est au Havre. On a la mer par ici, on a des champs par là, donc il y a moyen de réfléchir avec les acteurs et de la pêche et de l'agriculture à avoir une... alors, on l'a dit tout à l'heure, on ne pourra pas viser l'autonomie tout de suite, mais avoir une base pour ne pas être dépendant de géants de l'agroalimentaire. Voilà, merci à vous. L'accès à l'alimentation est primordial. Actuellement, effectivement, beaucoup de nos concitoyens utilisent les associations pour pouvoir accéder à l'alimentation. Dans un premier temps, moi, je pense qu'il faut revoir nos épiceries sociales municipales. Alors, elles existent. Elles ont des horaires d'ouverture qui contraignantes, des horaires qui font que, entre guillemets, il faut peut-être être chômeur pour pouvoir y aller, ou effectivement très éloigné de l'emploi, et avoir un carnet d'adresses, enfin un agenda pour pas rater les ouvertures. Mais elles existent, ces épiceries sociales, avec des conditions d'accès, et je pense que revoir ces conditions d'accès et les horaires et la façon dont... et puis en développer plus, parce que tous les quartiers ne sont pas pourvus, serait déjà pour régler l'urgence de l'accès. Ensuite, effectivement,
je dirais, le problème est un problème social, et je l'ai dit précédemment, coupler l'accès à la médecine à l'accès médico-social, c'est important. Pouvoir avoir un mixte entre des centres de santé qui peuvent orienter vers une assistante sociale, ou des assistantes sociales qui ont la vision des possibilités d'accueil et de conseil et d'accompagnement des personnes qu'elles reçoivent et qui ont des problèmes médicaux. Coupler les deux, c'est très important, parce qu'effectivement, les personnes qui ont en grande précarité cumulent en fait beaucoup de handicap par rapport à notre vie, à notre société qui est très dure pour eux. Je veux compléter cette partie alimentation par toute la partie prévention dans le domaine de la santé. L'alimentation est un axe fort, et effectivement, développer un apprentissage de bien manger à l'école, c'est fondamental. Développer un apprentissage auprès des parents, c'est très important, parce que c'est quand même eux qui font les courses. Et développer cet apprentissage auprès des adolescents, c'est important. Et ça, faut le faire de façon très volontariste. Mais il faut aussi, au niveau de la prévention de la santé dans notre ville, parler de la qualité de l'air. La qualité de l'air dans notre environnement, la qualité de l'air de la ville du Havre. On a des indicateurs, mais il n'y a pas forcément... les actions mises en place ne sont pas forcément connues, promues et engagées. La qualité de l'eau dans notre robinet aussi. Et puis la notion de nuisance sonore qui a aussi un impact sur la santé au final. Et puis au niveau de la prévention, c'est aussi pouvoir avoir de la formation auprès de tous les professionnels sociaux, médicaux et dans l'éducation, et plus largement sur les problèmes de santé mentale, pour que la détection des personnes qui ont des problèmes de santé mentale soit pris en compte, et qu'il puisse y avoir une orientation rapide de ces personnes avec des solutions qui leur seraient proposées, ce qui n'existe pas actuellement. Voilà. Je pense que je vais reprendre les deux grands points déjà évoqués. La santé par l'éducation, donc à l'école, et notamment, puisqu'on en parlait tout à l'heure, partir de la végétalisation, donc apprendre aussi à comment on peut produire son autosuffisance alimentaire, sans doute aussi prévoir des plans sociaux pour l'éducation de la population en général, et se révolter et du coup agir sur des horreurs du style des enfants dans la rue. Alors, merci beaucoup. On va passer, merci beaucoup à vous. On va passer au sujet de l'urbanisme, et je vous laisse changer le plateau. Je pense que chacun connaît sa place.